Euh, Bonjour à tous, bienvenue à ces deuxième jour des journées plénières du GDR. Donc le premier exposé de la journée est un exposé préparé par Elisa Fromont sur l'explicabilité des séries temporelles. Et donc, bienvenue Elisa, et il y a une petite annonce préliminaire à vous faire. Ouais. Bonjour à tous. Je suis un peu malade. Voilà, je parle beaucoup du nez et je tousse pas mal. Et du coup, je me sentais pas du tout de faire la présentation en ligne ce matin. Alors, hier, j'ai fait un message à mon équipe de recherche pour demander si quelqu'un pouvait me remplacer. Et mes collègues sont en or parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit que c'était possible. Et en particulier, mon collègue Luis Garaga, qui est chargé de recherche INRIA, donc dans la même équipe que moi, qui est un spécialiste de l'explicabilité en général, qui a organisé beaucoup de workshops sur le sujet, notamment aux conférences CIKM et ECML-PKDD, va faire la présentation parce qu'il la connaît et qu'il a plein de choses à dire sur le sujet. Alors, je m'excuse d'abord d'avance parce que voilà, hier soir, donc voilà, Louis, je lui ai dit, mais fais donc une présentation explicabilité que tu as l'habitude de faire toi. Et il m'a dit, mais non, je vais faire la tienne. Donc voilà, c'est un peu sans filet. Je ne vais pas rester parce que je pense que ça va lui mettre plus de pression qu'autre chose, mais je le remercie mille fois pour avoir accepté de prendre ma suite. Et je m'excuse encore à vous tous parce que bon, ça craque par moment. Là, c'est pas trop mal la voix, mais ça craque par moment et j'étais pas sûre d'y arriver. Donc voilà, je vous laisse avec Louis et bonne présentation. Ouais, repose-toi, Elisa. Salut. Okay. Alors, est-ce que normalement vous devrez voir, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Ok, donc je commence. Bon, comme Elisa dit, je m'appelle Luis Galarraga, je suis chargé de recherche à l'équipe de la CODAM et bon, la explicabilité en général des modèles IA, c'est un de mes sujets de recherche. Donc, je connais la plupart en tout cas des sujets qu'Elisa allait aborder dans sa présentation et c'est pour ça que bon, je me suis lancé à la faire comme ça. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors, encore, pour commencer, bon, il faut souligner que cette présentation, en fait, ça a été inspiré d'une présentation faite par Alessandro Leite et Mark Schonauer, qui font partie du projet III. Le projet III, c'est un IPL, c'est un INRIA Project Lab, qui englobe 5 équipes de recherche INRIA qui travaillent sur le sujet de l'interprétabilité. Il y a notamment plusieurs axes de recherche dans ce projet. Et bon, en général, l'intérêt, c'est AI, ça veut dire c'est Hybrid Methods for Interpretable AI. Et l'idée, c'est justement de réconcilier les techniques numériques. Quand je dis numérique, machine learning classique, réseau de neurones ou méthode ensembliste, qui normalement sont vues comme des boîtes noires, et essayer de les réconcilier avec des méthodes plus symboliques qui sont aperçues comme des méthodes interprétables. Notamment, quand je dis méthode symbolique, je parle des règles d'association, des motifs, etc. Et bon, l'idée, c'est d'arriver à avoir des solutions hybrides donc, qui exploitent les pouvoirs de ces outils numériques, et bon, numériques dans le sens, ils ne sont pas symboliques, et essayer de les rendre explicables ou compréhensibles par les humains en utilisant des techniques symboliques. Et nous, on a plusieurs axes qui impliquent évidemment l'interaction entre l'utilisateur et les systèmes machine learning, mais aussi on s'intéresse aussi à faire du debugging, c'est-à-dire si nous on a un système très complexe qui des fois se trompe,
pour nous, on est intéressé aussi à comment utiliser ces techniques symboliques pour rendre des explications qui nous permettent de savoir pourquoi le système a échoué, pourquoi il s'est trompé. Mais il s'intéresse aussi un autre axe d'intérêt, c'est la causalité. C'est-à-dire que quand nous, on veut fournir des explications, aussi on s'intéresse à savoir si les variables ou les facteurs qui ressortent dans les explications ont ou pas une relation causale avec la réponse du système. Et notamment, c'est un sujet qui est particulièrement très challenging. Alors, donc, je parlais un peu d'AIAI, du contexte dans lequel nous, on a conçu cette présentation. Mais là, je vais le focaliser dans le contexte des séries temporelles. Et bon, série temporelle, c'est en fait une séquence de mesures qui est ordonnée dans le temps. Ouais. Et elles sont, les séries temporelles, ils sont partout. Et on la voit dans plusieurs domaines, médecine, éducation, écologie, etc. En fait, où tous les domaines où il y a la notion de j'ai besoin de mesurer une ou plusieurs variables au fil du temps. Et bon, il s'agit que bon, il a eu beaucoup de travail dans la classification des séries temporelles. C'est-à-dire, j'ai une séquence de mesures et je veux l'associer à une classe particulière. Ça pourrait être, par exemple, si j'ai un électrocardiogramme, voilà, vouloir savoir si, par exemple, le patient a une certaine, ou souffre d'une certaine pathologie. Et il s'agit que bon, la plupart des classifieurs, en tout cas les classifieurs pour les séries temporelles les plus performants, ils sont des black boxes. Et ils sont vraiment tellement complexes qu'on ne peut pas facilement expliquer à un utilisateur pourquoi le classifieur a pris une décision. Donc, ça, c'est notamment la définition d'une black box. C'est un système qui est tellement complexe ou que pour une autre raison, sa logique est cachée, elle n'est pas accessible à l'utilisateur. Et notamment dans le cas des séries temporelles, c'est parce que les classifieurs qui existent sont très complexes. Alors, pour parler un petit peu de domaine, il existe beaucoup en fait, des jeux de données publics sur lesquels on peut faire de la recherche en classification des séries temporelles. Elisa, elle a évoqué notamment timeseriesclassification.com, où il y a vraiment beaucoup de jeux de données dans divers domaines où on peut en fait expérimenter. Et pour parler un peu de ces modèles boîte noire dont je parlais, Elisa, elle a cité par exemple des systèmes comme Rocket, qui en fait se basent sur des, je ne sais pas comment dire en français, convolutional kernel, c'est des noyaux convolutionnels aléatoires qui sont appris au début, donc, et qui après sont utilisés comme des features d'entrée à un modèle linéaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que normalement, les modèles linéaires, ils sont considérés comme des modèles interprétables parce qu'en fait, un modèle linéaire, c'est une fonction linéaire où chaque variable d'entrée est associée à un coefficient qui condense l'apport de cette variable à la réponse finale. Mais le problème ici, c'est que ces features d'entrée, elles ne sont pas interprétables. Même si je sais qu'un noyau particulier a un poids très important, l'interprétation de ces noyaux, elle est un peu compliquée. Et, donc là, un autre exemple, c'est le cas d'Inception Time, qui en fait, c'est un réseau de neurones très inspiré sur AlexNet pour faire la classification des séries temporelles. Et du coup, on sait que les réseaux de neurones en général sont considérés pas interprétables, ils sont en tout cas tellement complexes. Ou des systèmes comme TS-Shift qui en fait se basent sur des random forest, c'est un tree ensemble. Et pareil, les méthodes à base d'ensemble, elles normalement sont pas aperçues comme des méthodes interprétables parce que la réponse en ensemble, c'est normalement l'agrégation de la réponse de plusieurs classifieurs. C'est la définition d'un ensemble. Et bon, et donc dans ces cas-là, une fois que j'ai la réponse, il est vraiment très compliqué
aller retourner à ces réponses originales. Donc là, dans l'agrégation, nous, on perd en fait la trace de la logique du système. Et donc, ça rend les méthodes ensemblistes en général comme des méthodes, ça les rend des méthodes black box. Alors, ici, je veux parler un peu d'une taxonomie des méthodes d'explication ou des méthodes interprétables. Et donc, on peut voir deux catégories. D'un côté, on a les méthodes qui sont explicables par design, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour, en même temps que faire la classification, aussi fournir une explication de pourquoi ils ont pris une décision. Et, de l'autre côté, on a les méthodes qui sont black box, mais pour lesquelles nous, on peut monter ou installer une couche d'interprétabilité a posteriori, ce qu'on appelle post-hoc explainability, qui permet d'expliquer pourquoi le système a pris une décision. Et dans le cas des méthodes post-hoc, on a plusieurs manières en fait, de générer ces explications. Ces explications peuvent être globales, c'est-à-dire que je vais générer une explication pour le système qui couvre tous les possibles cas pour lesquels ma boîte noire peut être confrontée. Ça va être comme un résumé de la logique complète du système. Mais ces systèmes-là aussi, ces modules d'explication peuvent être locaux. Et dans ces cas-là, je ne m'intéresse pas à la logique du système dans tous les cas, je m'intéresse à la logique à sa logique pour une instance donnée, pour un cas d'utilisation particulier. Et ça a l'avantage qu'en fait, en se focalisant sur un cas particulier, donc on se focalise sur une région de l'espace. Et dans cette région de l'espace, peut-être ma boîte noire, elle est moins complexe. Donc, ça me permet en fait de rendre des approximations qui sont plus précises. Et dans ces familles de méthodes, dans les cas de modèles locaux qui vont être un peu le focus de la présentation, parce qu'en fait, c'est la tendance actuelle. Donc, on s'est rendu compte que les méthodes globales, en essayant d'expliquer ou de résumer un modèle complexe avec des modèles plus simples, par exemple à base de règles ou à base de arbres de décision, bon, on a une perte importante de performance parce que nous, on veut effectivement prendre quelque chose qui est très complexe et la simplifier avec un modèle simple. Donc, on a toujours une perte de précision. Et justement, quand on regarde au niveau local, bon, là, on se débarrasse de beaucoup de complexité. Donc, on se focalise sur une petite région et là, on a la marge pour être très précis. Et dans le cas des modèles ou des modules d'explicabilité post-hoc local, on a plusieurs manières. On peut faire, par exemple, des explications à base des modèles d'attribution des features, c'est-à-dire que on va regarder notre boîte noire et puis on va sortir un ranking des attributs des features d'entrée qui ont joué les rôles les plus importants dans la classification. Et ça, c'est feature importance. Un exemple, par exemple, ça inclut, par exemple, des choses comme les saliency maps. Ça, c'est appliqué normalement dans des images et dans des séries temporelles. L'idée, c'est que, par exemple, j'ai mon image. Imaginons que j'ai un réseau de neurones qui fait la classification de mon image. Et donc, il donne une réponse pour sa classification et puis sort en même temps un saliency map, c'est un graphique qui montre en fait les régions de l'image qui ont eu les plus d'impact sur la classification. Mais ça me permet de savoir où exactement le réseau neurone a regardé pour dire, par exemple, que mon image, c'est un chat ou un chien, par exemple. Mais là aussi, les contrefactuels, comme une façon d'explication. Il y a un contrefactuel, en fait, c'est une instance ou un cas qui ressemble beaucoup à mon cas de référence. Rappelons-nous qu'ici, on est dans un contexte d'explication locale, c'est-à-dire qu'il y a toujours une instance d'entrée associée.
Et je vais en fait sortir comme explication une instance qui a été classifiée d'une façon différente. Par exemple, si mon application c'est je postule un crédit et donc la réponse de la boîte noire c'est le crédit est nié et refusé. Un contrefactuel pourrait être en fait un profil de quelqu'un dont son crédit a été approuvé. Mais ce qui est important, c'est que ce profil, il doit être le plus similaire au mien. Il doit avoir la moindre quantité de changements par rapport au mien. Ça, c'est un contrefactuel. Mais il peut y avoir des prototypes aussi. Et un prototype, c'est comme un contrefactuel, mais qui appartient à la même classe que mon instance de référence. Dans ce cas-là, par exemple, je pourrais aussi voir on pourrait être intéressé à savoir comment sont les profils des autres personnes dont son crédit a été refusé. Et ça, c'est une façon aussi d'expliquer, essayer de comprendre comment que la boîte noire se comporte aux raisons. Alors, dans le cas donc là, je parlais en général pour toutes les méthodes, mais dans le cas de séries temporelles, par exemple, un exemple des modèles d'explication qui sont interprétables par design sont les modèles à base de shapelets. Alors, c'est quoi un shapelet? En fait, un shapelet, c'est un bout de série temporelle et que je trouve dans ma série de départ. Et du coup, en fait, la recherche ou le développement de méthodes à base de shaplets, en fait, ça date de 2009. Donc, ça fait un moment que on construit des classifieurs qui, d'abord, apprennent à identifier des bouts de série qui sont très, très communs, très fréquents dans ma base. Et puis, ils utilisent la présence de ces bouts de série comme des signaux pour prendre une décision. Ça, c'est un shapelet. Alors, pour parler un petit peu plus des explications post-hoc, donc là, je vais vous montrer un exemple d'un modèle qui est interprétable par design. Pour montrer un exemple d'une explication post-hoc, par exemple, on peut dire, là, je veux classifier cette image. Je me reçois un neurone qui me dit, voilà, c'est un husky sibérien avec une 98% de probabilité. Et là, dans un contexte post-hoc, je pourrais aussi appeler mon réseau sur cette image, avoir la réponse là-bas et après enclencher un modèle d'explication post-hoc qui va, dans ce cas-là, va me montrer, comme vous voyez ici, des bouts d'images qui, en fait, ont été très cruciales pour décider que cette image était un husky sibérien. Ici, ça c'est un mauvais exemple, en fait. Qui on voit que, par exemple, cette explication a souligné justement les fonds de l'image comme les parties les plus importantes pour prendre la décision. Ce qui, en fait, me dit que le réseau, en fait, a appris à identifier des huskies sibériens pour les mauvaises raisons. Et se va sur le fond, en fait, pour prendre une décision. Ce qui est, on est d'accord, c'est complètement inutile. Mais ça montre le pouvoir de ce modèle d'explication qui peuvent me permettre de faire du debugging, le traçage d'erreurs dans des séries, dans des réseaux de neurones ou dans des modèles en général boîte noire. Bon, là, ça c'est un résumé de ce que je vous avais dit. Donc, on a deux dimensions dans les modèles d'explication post-hoc. Local, quand on s'intéresse à expliquer des prédictions individuelles pour une instance donnée. Et ça comme je vous avais dit, ça nous permet de simplifier un peu l'explication en se focalisant sur une région de l'espace. Et aussi, ça nous permet aussi d'avoir des explications personnalisées en cas d'utilisation, parce que si le modèle il est complexe, il peut avoir des différents raisonnements pour chaque cas. Et là, nous, on serait capable d'expliquer des raisonnements personnalisés à un cas. D'un côté, on pourrait quand même être intéressé à avoir des explications globales
si nous, on s'intéresse, par exemple, à résumer la logique d'un classifieur pour un groupe, pas forcément tout l'espace d'instances, mais un groupe d'instances particuliers. Et ça peut être intéressant. Et aussi, en général, pour avoir une idée globale de la complexité de notre modèle. Si par exemple, même si on ne va pas présenter ces explications à un utilisateur final, on peut quand même vouloir voir à quel point on peut résumer notre modèle complexe. Alors, je vous avais parlé, j'avais dit justement que j'allais me focaliser sur les modèles d'explication post-hoc locale parce que la tendance actuelle de recherche se focalise sur ça, pour la raison que j'ai déjà évoquée. Je vais commencer par la première dimension de ces explications locales, ou pour la première façon de faire des explications locales, qui est à base de feature importance, à dire que c'est probablement la famille de méthodes qui a démarré en premier. Donc, quand au début, les gens pensaient à expliquer un classifieur boîte noire, bon, la première ouais, en fait, je dirais les deux premières familles de méthodes qui sont émergées, ce sont les méthodes à base de règles et les méthodes à base de feature importance, où en fait, on assigne un attribut un coefficient d'importance à les features d'entrée de la méthode. Et dans la famille feature importance, on a plein de méthodes. Et les premiers de ces méthodes, c'était Lime, qu'on va voir plus après, mais il y a d'autres comme Sharp, Alex, GradCam, IGS, Integrated Gradients, etc. Il y a eu plein. On verra qu'en fait, les sémantiques de ces coefficients d'importance qu'ils s'apprennent, elles sont différentes. Ils changent d'une méthode à l'autre et c'est vraiment subtil. Alors, je vais commencer à parler de Lime. Alors, Lime, comme je disais, c'est un peu les pionniers, je ne sais pas, des méthodes locales d'explication à base d'importance des features, d'attribution d'importance. Et en fait, Lime, ce qu'il fait, c'est, bon, il dit, je vais approximer, j'ai un modèle de classification très complexe, comme celui qu'on voit ici dans l'image. Donc là, la frontière entre les bleus et les rouges, ça détermine, ça modélise la frontière de décision des boîtes noires. Elle est très complexe. Et comme je dis, bon, là, il me dit, bon, je m'intéresse à expliquer ce modèle-là dans une région, pour une instance donnée. Et en fait, pour cette instance donnée qui correspond à la croix rouge ici, je vais essayer d'avoir une explication linéaire. Je vais approximer la boîte noire avec un modèle linéaire qui est simple. On sait que dans une fonction linéaire, chaque feature a un coefficient. Et si ce coefficient est plus fort, bon, ça veut dire que cette instance, cette feature, elle est plus importante. Alors, ce qui est important ici, c'est que ce modèle linéaire, il est appris en prenant mon instance d'intérêt et puis en faisant un échantillonnage autour de cette instance. C'est-à-dire, je vais générer un voisinage autour de mon instance. Je vais après appeler ces voisinages, je vais classifier ces voisinages en utilisant ma boîte noire. Donc, en fait, comme vous voyez ici, par exemple, quelques points de voisinage, bon, ils sont marqués comme des croix par la boîte noire. Quelques-uns, ils sont marqués comme des bleus. Et après, je vais utiliser ces jeux d'entraînement, cet ensemble comme jeu d'entrée d'apprentissage pour mon modèle linéaire. Et comme ça, moi, j'aurai une approximation de la boîte noire dans une région autour de mon instance d'intérêt, dans ce cas, la croix rouge. Et bon, deux détails à dire sur Lime, c'est que normalement, ces voisins, ils sont pondérés, c'est-à-dire que je vais donner plus d'importance aux voisins qui sont plus proches de mon instance cible. Comme vous voyez ici, les points qui sont plus proches de la croix rouge, ils sont plus grands. Et ceux qui sont plus loin, bon, ils sont tout petits, mais ils sont utilisés dans l'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les modèles linéaires, ça dépend du cas, mais ils ne pourraient pas être forcément appris sur l'espace original utilisé par la boîte noire. Il peut, ce n'est pas obligatoire, il peut être appris
sur un espace alternatif, un espace surrogate, qui est un espace qui est interprétable par design. Par exemple, je pense qu'avec cette image, je pourrais illustrer ça. Alors, dans le cas des images, nous, on sait que nos images, ils sont dans un espace défini par des pixels. Hein? Et bon, c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on aurait du mal à avoir des explications où on dit, voilà, cette image a été classifiée comme une grenouille parce que le pixel numéro 3600 et le pixel numéro 10080, ils sont très verts. Et, bon, on pourrait générer des explications comme ça, mais ce n'est pas interprétable. Et ce que là, il me dit, c'est que, bon, je vais prendre mon modèle linéaire, mais pas sur le feature original. Je vais prendre mon image, mon instance d'origine, et je vais la mapper dans un espace qui est un petit peu plus interprétable. Et cet espace, dans le cas des images, est constitué par des segments, par des bouts d'images qui ont à peu près les mêmes couleurs. Donc, en fait, je vais décomposer mon image en petits segments. Et ces segments, ils vont être considérés comme une feature d'entrée. Et dans le cas de Lime, ça s'appelle des superpixels. Et du coup, le modèle linéaire que je vais apprendre, il va être appris pas sur les pixels originaux, il va être appris sur les superpixels, sur ces segments d'image. Et donc, ce qui fait que quand j'apprends mon modèle linéaire et j'apprends mes coefficients, ces coefficients, ils vont être associés pas à un pixel, mais au bout d'image. Comme nous, on voit ici, par exemple, ce modèle linéaire, il a assigné un score de 0,85 à ces bouts d'image, un petit score à ces autres bouts d'image et ça à ces bouts d'image. Et du coup, une fois que j'ai ça, par exemple, je peux décider de choisir les bouts d'image qui ont eu le plus de points dans le modèle linéaire. Et ça devient mon explication dans le cas des images. Comme ça, j'ai un aperçu de quels sont les segments d'image qui ont joué le plus de rôle dans la décision de la boîte noire. Voilà. Cette idée, cette notion d'explication linéaire sur un espace interprétable a été portée notamment par des gens de l'équipe, la CODAM, au contexte des séries temporelles. Et en fait, le principe est le même, mais sauf qu'ici, je peux une image, j'ai une série temporelle que je vais découper en segments. Ces segments sont des tailles fixes, une taille fixe donnée. Et puis, je vais, en fait, à la place de considérer la série comme un ensemble de mesures, bon, je vais la considérer comme une séquence de segments. Je vais générer après des segments autour des segments similaires autour de ma série de départ. Et je vais utiliser ces jeux d'entraînement comme entrée pour un modèle linéaire qui va donner des coefficients d'importance à ces segments. Et donc, les segments qui ont plus de poids dans la fonction linéaire sont les segments qui ont joué plus de rôle dans la classification de la série. Donc, c'est le même principe. Alors, j'avais parlé aussi dans la famille de méthodes à base de feature attribution de saliency maps. Et l'idée d'un saliency map, c'est en fait souligner les parties de l'image qui, c'est comme Lime, c'est le même principe, de souligner les régions de l'image qui ont plus de rôle, plus de poids dans une décision particulière. La différence avec Lime, c'est que déjà, GradCam, c'est pas... Lime, en fait, c'est un modèle agnostique d'explication, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de présomption sur les modèles boîte noire que je veux expliquer. Il marche pour n'importe quel modèle. Tandis que GradCam, il assume que ma boîte noire est un réseau de neurones. Donc, ça, il est vraiment applicable au réseau de neurones. Et l'idée de GradCam, vite fait, et après GradCam, il a eu un tas de méthodes qui ont amélioré sur cette idée. Donc, il existe GradCam++. Bon, là, ici, on a cité Integrated Gradients, qui est une méthode qui va dans la même direction aussi.
Et l'idée de GradCamp, c'est que voilà, j'ai mon réseau de neurones qui consiste à plusieurs couches qui ont été mises l'une après l'autre. Et en fait, ce qu'ils disent les gens de GradCamp, c'est que bon, l'information spatiale de mon image, en fait, elle est plus ou moins préservée au fil du réseau, sauf dans la couche dense qui est justement avant la couche de classification. Cette couche dense qui, en fait, connecte tous les neurones contre tous les neurones, tous les neurones d'entrée contre tous les neurones de sortie. En fait, elle perd l'information spatiale. Et du coup, il propose de remplacer cette couche par une couche qui s'appelle un Global Average Pooling. Et cette couche-là est une couche moins dense qui fait le boulot, fait le travail, mais que préserve l'information spatiale. Et en préservant l'information spatiale, bon, je peux faire une backpropagation et comme ça, je peux, une fois j'ai une réponse du réseau, je peux en fait retourner dans les, je ne sais pas comment dire en français, go back dans la représentation de la série et bon, justement souligner quels sont les neurones d'entrée, dans ce cas les pixels, qui ont été activés quand je donnais une réponse particulière. Soit, par exemple, dire que l'image est un chat. Donc, ça, c'est un peu l'idée de GradCamp. Donc, préserver l'information spatiale pour pouvoir aller retourner dans la série et voir quels sont les neurones d'entrée qui se sont activés. Et GradCamp le fait par classe, c'est-à-dire que là, je vais avoir un Saliency Map par classe dans mon réseau. Bon, pas surprenant, cette notion de GradCamp a été aussi portée aux séries temporelles. Et en fait, les séries temporelles et les images, elles se ressemblent beaucoup parce que ce sont vraiment des collections de mesures qui sont, dans le cas des images, ils sont dans un arrangement spatial. Dans le cas des séries temporelles, ils sont dans un arrangement temporel. Mais on a la notion de plusieurs mesures qui sont une à côté de l'autre. Donc, les images et les réseaux de neurones, en fait, ils ont beaucoup de choses en commun. Au final, pardon, les images et les séries temporelles, ils ont beaucoup de choses en commun. Donc, ce n'est pas surprenant que ces notions qui ont été conçues pour les images puissent être portées aux séries temporelles. Et ici, les principes, c'est les mêmes. Là, j'assume que j'ai un réseau de neurones et puis je vais enlever la couche qui perd l'information temporelle dans ce cas-là. Et comme ça, je peux retourner dans ma série temporelle aux neurones d'entrée qui ont été activés quand je donnais une réponse particulière. Alors, mais les séries temporelles sont un petit peu plus complexes que ça. Là, je vous ai montré l'exemple d'une série temporelle univariée. Donc, nous, on a une seule mesure qui varie au fil du temps. Mais on peut avoir des séries temporelles multivariées, où on a plusieurs métriques ou plusieurs mesures qui travaillent au fil du temps. Et dans le contexte de séries temporelles multivariées, bon, il y a eu des travaux en fait qui appliquent les mêmes principes dont je parlais de GradCamp, mais qui fonctionnent aussi pour les cas multivariés. Et dans ce travail-là en particulier, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ils s'utilisent comme feature pour la classification de la série. Ils utilisent ces features à base de convolutions à une D. En fait, une convolution, une D, c'est une convolution qui est faite sur une seule variable. Et bon, ils utilisent plusieurs filtres de convolution. Donc, en fait, ici, on a plusieurs convolutions qui sont faites sur une variable, sur une seule variable, donc au fil du temps, pour une seule variable. Et puis, il y a des convolutions de D qui sont faits, en fait, si nous, on voit la série temporelle multivariée, on peut la voir comme une matrice, en fait, où on a les variables et les temps. Les variables, ce sont les colonnes et les temps, ce sont les lignes, ici. Et donc, on peut l'avoir comme une matrice, comme une image, et puis on peut effectivement appliquer les mêmes principes qu'on applique pour les images dans les séries temporelles en prenant cette matrice comme une image, en fait.
Et en fait, nous, eux, en fait, en faisant ça, donc en fait, ils peuvent capturer, bon, dans ces cas, dans les cas de convolution d'une dimension, il peut capturer des relations, les termes ne viennent pas à l'esprit, des autocorrélations, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, des autocorrélations d'une variable dans le temps. Et ici, dans les cas de la convolution 2D, ils peuvent capturer des interactions entre les variables au fil du temps. Et donc là, il concatène ça et puis il s'envoie ça bon, dans des couches additionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, nous, on voit justement la couche de global, de average pooling, que c'est la couche qui normalement serait normalement, dans un contexte normal, et à la place d'une couche dense. Et cette couche-là, effectivement, me permet de ne pas perdre l'information temporelle de ma série, ce qui me permet à nouveau de retourner dans ma série et souligner, par exemple, les bouts de série qui sont importants. Et dans ce contexte, pas seulement dans une variable, mais dans toutes les variables de la série temporelle multivariée. Donc, c'est le même principe. Alors, donc je parlais un peu des méthodes à base de feature attribution. Donc là, je donne un score d'importance à chaque feature. Et ça me permet de savoir quelles sont les méthodes qui jouent le plus de rôle. On a des méthodes aussi d'explication à base de règles. Et, bon, normalement, ce sont les méthodes, on peut dire, plus classiques. Et, bon, pour les cas de séries temporelles, moi, je ne connais pas particulièrement de méthodes à base de règles qui expliquent les séries temporelles, mais c'est parce que ouais, c'est difficile en fait de générer des règles pour les séries temporelles vu que les séries temporelles, comme ils consistent en plusieurs des séquences de beaucoup de mesures, bon, c'est difficile en fait d'avoir des règles qui se basent sur une mesure particulière. C'est le même problème qu'avec les images. C'est pour ça qu'on ne voit pas de méthodes d'explication à base de règles pour les images. Mais pour vous dire que pour les autres types de données, texte et données tabulaires, il existe plein de méthodes d'explication post-hoc à base de règles. Des méthodes comme Encores, Lore, Rule Matrix, Trepan, etc. Alors, je vais après parler d'une autre famille de méthodes d'explication post-hoc. Ce sont les contrefactuels. Comme je vous ai dit, un contrefactuel, c'est une instance qui me ressemble un peu, mais qui a été classifiée différemment que moi. Et ça permet bon, de savoir qu'est-ce que je devrais changer dans mon profil pour que les classifieurs donnent une réponse différente. Les méthodes à souligner ici sont DICE ou FACE. Par exemple, DICE, ça va sur la notion de diversité des contrefactuels. C'est-à-dire, je ne présente pas qu'un seul contrefactuel, je peux présenter plusieurs qui capturent différents aspects du problème. C'est-à-dire que, par exemple, si je postule un crédit et puis mon crédit a été nié, DICE, il va me montrer en fait les profils de 2 ou 3 personnes, mais chaque personne va avoir un attribut. Ils vont tous me rassembler, parce que l'idée d'un contrefactuel, c'est qu'ils rassemblent l'instance de départ, mais ils vont avoir un attribut différent qui a changé. Peut-être qu'il aura un contrefactuel où les salaires ont changé. Peut-être qu'il a un contrefactuel où l'âge a changé. Bon, et l'âge, c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, l'âge, c'est pas quelque chose que je peux changer. Et justement, DICE a cette contrainte qui dit que, bon, en fait, c'est pas une contrainte, c'est cette capacité à aussi traiter des contraintes d'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur peut dire, bon, voilà, dans mes explications, écoute, fais gaffe, l'âge de la personne, on ne peut pas la changer. Bon, très facilement, on peut dire. Ou elle peut avoir aussi des contraintes pour dire, tu peux, tu verras, en fait, il existe peut-être des combinaisons de variables qui ne sont pas possibles. Tu ne peux pas avoir des enfants qui gagnent de l'argent, par exemple. Ou tu ne peux pas avoir des personnes qui ont je ne sais pas, 120 ans.
que l'idée de DAI, c'est qu'il est capable aussi d'avoir des contraintes d'utilisateurs qui permet en fait de générer des contrefactuels qui sont réalistes. Et Face, et la méthode qui est en bas, est un peu dans la même optique, mais sauf que Face le fait de façon, disons, un peu automatique. C'est-à-dire que Face, quand il va calculer des contrefactuels, il va regarder si ces contrefactuels qu'il a calculés, ils sont dans des zones de haute densité. C'est-à-dire qu'il y a dans cette région de l'espace, il y a beaucoup d'autres instances qui sont autour de lui. Et l'idée, c'est que si un contrefactuel est dans une zone de haute densité, il est très probable que ces contrefactuels soient très réalistes. Tandis que si le contrefactuel est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'instances, donc en fait, on est hors de la variété des données, il est bien possible que ce contrefactuel soit une instance qui soit très, très irréaliste, comme les cas que j'ai évoqués d'un enfant qui gagne, je ne sais pas, 5 000 euros par an. Voilà. Et donc, ça, c'est l'idée. Donc, il va regarder des contrefactuels qui sont dans des zones de haute densité. Voilà, pour parler des contrefactuels, là, ici, je pense que là, c'est le même principe. Donc, là, des méthodes qui, cette slide, en fait, explique des méthodes qui existent aussi pour calculer des contrefactuels et ça explique un peu le parcours pour les calculer. Mais normalement, quand on veut trouver des contrefactuels, il faut faire une exploration dans l'espace. C'est-à-dire que je pars de mon instance d'intérêt et puis je commence à explorer l'espace de recherche petit à petit, de façon bon, on peut dire exhaustive. Donc, la notion de contrefactuel a été aussi portée aux séries temporelles. Et donc, l'idée, c'est, voilà, je vais présenter, comme je disais, des instances qui rassemblent ma série temporelle de départ, mais où je vais changer un petit peu une segment de la série temporelle, de sorte que ces changements changent la classe de prédite par la boîte noire. Que ça a été aussi porté aux séries temporelles. Là, je vais, donc j'ai parlé un petit peu des contrefactuels. J'aimerais bien parler des prototypes. Donc, ça, c'est la quatrième famille de méthodes qui je voulais couvrir. Donc, on a parlé des feature importances, rule-based, contrefactors et prototypes. Et les prototypes, c'est, bon, ils sont, bon, ça reste dans les mêmes principes de contrefactuels. Sauf que les prototypes, ce sont des instances qui appartiennent à la même classe que mon instance de départ. Et l'idée, c'est de souligner, bon, quelles sont les features justement qui garantissent que mon crédit, les raisons pour lesquelles, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, mon crédit a été rejeté. Voilà. Alors, pour les séries temporelles, quand on parle de prototypes, je pense qu'on parle toujours de cette notion de shapelet dont je parlais avant. Et un shapelet, c'est qu'un bout de série qui est un peu caractéristique d'une classe de données particulière. Alors, avant de parler donc là je donnais un petit introduction des prototypes dans le contexte de série temporelle, mais pour parler en général des méthodes de calcul de prototypes, ce travail-là, il est notable à citer. Justement, c'est un réseau qui a été construit bon, pour faire la classification d'images, mais qui en même temps, dans son architecture, elle aussi apprend des prototypes hein, pour les classes pour lesquelles on veut discriminer. Et l'idée d'apprendre ces prototypes-là dans l'apprentissage, c'est que quand mon réseau fait une prédiction, dit, bon, cette image est un oiseau, il peut aussi me dire, je pense que cette image est un oiseau parce que ça ressemble à ça. Et c'est
c'est ça dont je parle, c'est quelque chose qu'il a appris avant dans son architecture. Donc, il peut me dire, ah, je pense que là, ça c'est un oiseau parce que cette partie de l'image, elle ressemble à ça. Et donc là, je vais montrer un prototype d'un oiseau. Alors, pour les séries temporelles, en fait, les shablets apportent les mêmes principes. C'est-à-dire que, comme je disais, un shapelet, c'est un bout de série qui est caractéristique d'une classe. Et donc, dans ce travail-là, ils font pareil. Donc, en fait, ils vont extraire des shapelets de plusieurs longueurs dans la série. Et puis, ils vont essayer. Donc, il a ici il y a en fait, c'est un GAN, c'est un adversarial network. Désolé, je mélange les termes en français et en anglais. Et en fait, qui me permet de dire, en fait, ces bouts de série que j'ai extraits, est-ce que vraiment ils ressemblent aux bouts de série que j'ai vus dans l'ensemble d'apprentissage? Donc, l'idée de cette méthode, c'est que les bouts de série, les shaplets qui vont être appris, ils ressemblent le plus aux bouts de série qui ont été vus dans les jeux d'entraînement. Et donc, ça travaille dans la même optique du travail précédent que j'évoquais. Donc, en fait, quand je fais la classification, je peux dire, bon, je pense que cette série-là correspond à un patient avec un problème cardiaque parce que cette série temporelle, elle rassemble à ces bouts de série qui est caractéristique de la classe des patients avec des problèmes. Et donc, ça, c'est l'idée. Donc là, j'arrive à la fin et donc ça tombe bien. Je pensais que j'allais parler moi, mais au final, non. Je vais faire 2-3 minutes pour parler de comment est-ce que nous, on évalue ce type de méthode d'explication. Bon, il y a plusieurs dimensions pour évaluer ce type de méthode. Fidélité, notamment, c'est si je génère une explication, je veux que cette explication soit précise par rapport à la boîte noire. Qu'en fait, si par exemple, mon explication, c'est un modèle linéaire, comme je vous avais dit, un modèle surrogate, que les modèles surrogate de la boîte noire, ils sont toujours en accord. Si mon explication prédit une autre chose, ça veut dire qu'ils ne collent pas à ma boîte noire. Il a la notion de stabilité. Imaginons que je lance l'explication pour une instance donnée plusieurs fois et à chaque fois, j'ai une réponse différente. Bon, ça, c'est pas rassurant, en tout cas pour un utilisateur, mais ça peut arriver. Et une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que les méthodes d'explication, elles peuvent être stochastiques, c'est-à-dire ils ne sont pas déterministes parce qu'il y a toujours des processus aléatoires, échantillonnage, etc., qui ne garantissent pas forcément la même réponse à chaque exécution. Ouais, la faithfulness, qui est similaire à la fidélité, mais il y a une nuance. C'est-à-dire que quand si je regarde le contenu de mon explication, par exemple, je regarde les features qui ont été considérées importantes par l'explication, est-ce que ces features-là sont les features qu'effectivement la boîte noire a utilisées pour faire sa prédiction? Et en fait, on peut avoir une bonne fidélité sans forcément sans avoir une bonne faithfulness. On peut coller bien aux données sans avoir les mêmes raisons pour arriver à une réponse. Et après, il y a la monoticity, qui en fait me dit, bon, si je retire une instance qui a été considérée importante pour l'explication, je devrais en fait voir une baisse de performance dans mon modèle boîte noire. Et pareil, si je ajoute dans mon modèle boîte noire une feature qui est considérée importante pour l'explication, ça devrait aider à améliorer la performance de mon modèle. Et il n'y a pas seulement que des notions de dimension
pour mesurer la qualité de ces méthodes. Il y a aussi des frameworks, notamment ce framework que j'évoque ici, qui en fait permet un peu catégoriser les méthodes d'explication en fonction de plusieurs, et pas seulement les méthodes d'explication, en général, les méthodes de prédiction machine learning en fonction de plusieurs dimensions, performance, interprétabilité, granularité, faithfulness, information et aussi l'utilisateur. Et comme vous verrez ici, bon, au niveau de performance, on peut avoir plusieurs catégories, best, similar, below. Et en fait, ici, similar, ça veut dire la performance de mon modèle, il est similaire au modèle de l'état de l'art. Est-ce que mon modèle, il est interprétable? In situ, ça veut dire qu'il est interprétable par design. Sinon, ça veut dire que pour l'expliquer, il faut monter une couche d'explicabilité post-hoc. Alors, la granularité, c'est lié effectivement à la granularité des explications que la méthode peut fournir. Faithfulness, pareil, ça s'applique au modèle d'explication post-hoc. Ça peut être parfait, ça peut être imparfait. Et après, on parle ici de l'information, c'est la nature de l'information qui est fournie dans l'explication. Et puis, on peut parler aussi de l'utilisateur qui va interagir avec ce système-là. Et pour conclure, bon, là, je peux souligner que bon, il a eu beaucoup de travail dans la interprétabilité, explicabilité pour le modèle d'IA et qui ont été, la plupart d'eux, ils ont été portés ou adaptés au domaine des séries temporelles, notamment les méthodes à base de feature importances. Et donc, ça, c'était les premiers, mais il y a de plus en plus un intérêt pour les méthodes explicables par design. Et bon, les méthodes à base de règles, je pense qu'ils ne sont pas été très développés pour les séries temporelles, mais je pense que c'est une piste quand même qu'il faudra explorer. Ouais, en fait, il y a encore, et je suis très d'accord avec cette énoncé, et je pense qu'il y a encore pas mal de marge de recherche dans la partie stabilité des explications. Et aussi, à mon avis, ça c'est un avis personnel, sur la sémantique des explications. Là je pense que nous, les chercheurs, on doit creuser un petit peu plus pour effectivement essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce score qu'un modèle d'explication donne signifie. Et bon, là, je cite un énoncé de Cynthia Rudin qui dit que bon, on devrait en fait, dès que possible, utiliser des modèles interprétables pour faire des prédictions. Et à la place d'utiliser des black boxes. Et je suis complètement d'accord. Dès que possible, utiliser des boîtes blanches. Quand ce n'est pas possible, bon, on les explique a posteriori. Et avec cet commentaire, bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravi de répondre et de discuter. Merci beaucoup, Louis, pour ton exposé.